Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le secrétariat des Nations Unies, Antonio Guterres, sollicite le soutien du président Macky Sall. L'ancien Premier ministre portugais, candidat au poste, a été reçu par le chef de l'État, de même que le Premier ministre bissau-guinéen Carlos Correa. Cannes 2017, les Lions s'imposent à Niamey 2-1 face au MENA et une place de leader du groupe K qui se consolide. L'équipe du Sénégal est en match de la prochaine Cannes. La qualification pour Gabon 2017 peut s'obtenir dès le prochain tour. Et puis la rubrique au cœur de nos cultures évoque ce soir la symbolique du coton chez les Sérères. L'or blanc est sacré chez cette ethnie. Protection mystique, événement traditionnel. Le produit est dans toutes les cérémonies et sert à confectionner des pagnes pour les circoncire. Bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien Premier ministre du Portugal, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, sollicite le soutien du président Macky Sall. Antonio Guterres a été reçu cet après-midi par le chef de l'État, qui s'est également entretenu avec le Premier ministre de Guinée-Bissau de passage à Dakar, Pape Biram Pikenyaï. C'est l'un des candidats au poste de secrétaire général des Nations Unies qui est reçu par le président de la République Macky Sall. Antonio Guterres, ancien Premier ministre portugais, vient solliciter l'appui du chef de l'État au moment où le mandat du Ban Ki-moon s'achève à la fin de cette année 2016. Plus d'une dizaine de candidats sont en lice. Antonio Guterres, lui, bénéficie d'une expérience de 7 ans à la primature du Portugal. Il a également servi en tant que président du Conseil européen en 2000. À la suite de l'ancien Premier ministre portugais, le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre bissau-guinéen. L'ingénieur Carlos Correa, nommé en août 2015 à la tête de la primature bissau-guinéenne, est à Dakar pour une visite d'amitié et en profite pour faire un tour d'horizon de la coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. J'avais dit que, étant donné le lien de fraternité, solidarité que nous unit au Sénégal, je ne pouvais pas passer, je ne pouvais pas faire mon première sortie à l'étranger sans passer par Sénégal. C'est ça que je viens dire au président de la République, les féliciter pour le référendum. Je dis hier à mon collègue, le Premier ministre, mais aussi au président, qu'en ce moment nous devons préparer la commission mixte. C'était l'agenda du chef de l'État. Deux personnalités qui souhaitent s'inspirer du prestige de la diplomatie sénégalaise. Oser, c'est le message que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a délivré aux 250 jeunes qui prennent part à Dakar au sommet sur l'innovation de l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes impliqués dans le secteur de l'agroalimentaire. Ils viennent des 4 coins du monde et vont discuter jusqu'au 31 mars du thème « Capacité des jeunes à créer des opportunités d'emploi et à réduire la faim ». Et de ce point de vue, l'Afrique a des atouts à faire valoir si elle sait les exploiter au Minora. Parmi les organisateurs du sommet sur l'innovation de l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes impliqués dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a le Fonds international de développement de l'agriculture. Et si les chiffres qu'il fournit sur l'Afrique subsaharienne poussent à l'optimisme, ils posent aussi un réel défi. Car dans les 5 prochaines années, environ 330 millions de jeunes arriveront sur le marché du travail et 60% d'entre eux, soit 195 millions, vivront en milieu rural. Même en utilisant des projections de croissance économique les plus optimistes, il n'est pas réaliste de croire que les zones urbaines et les secteurs non agricoles sont capables d'absorber et d'employer cette population additionnelle de 195 millions dans les prochaines 15 années. Le cocktail jeunesse et sous-emploi peut donc être un réel danger par les temps qui courent, surtout face au terrorisme qui est devenu le refuge de nombreux jeunes désœuvrés. Mais pour le Global Youth Innovation Network, maître d'œuvre du sommet sur l'innovation de l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes impliqués dans l'agroalimentaire, l'agrobusiness peut être un rempart, surtout pour l'Afrique, car dans ce domaine, le continent dispose d'atouts non encore exploités. 2 tiers de nos terres cultivables ne sont pas utilisées. Nous savons aussi que plus de 112% des jeunes en Afrique n'ont pas d'emploi. Donc on pense que vraiment l'agriculture, c'est la clé pour pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes au niveau de l'Afrique. Parce qu'en fait, les gouvernements africains n'emploient pas. Parce que 10%, c'est seulement 10% des diplômés des universités africaines qui ont de l'emploi au niveau du gouvernement.
Et le reste, c'est-à-dire 90%, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vaste question à laquelle l'État du Sénégal tente de répondre a tenu à rappeler le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, à travers notamment le plan Sénégal émergent qui s'appuie sur 3 piliers. Premier pilier, la transformation structurelle. Il nous faut davantage de capacités productives parce qu'il nous faut produire plus. Deuxièmement, quand on vient sur les grosses stratégies, inclusiveness of growth. C'est important d'avoir une croissance inclusive. Et enfin, le 3e pilier, c'est la gouvernance. Et nous revenons ainsi à tout ce qu'il faut pour promouvoir la paix et la sécurité. Du côté de l'État, mais avec un succès qui sera au rendez-vous s'il y a appropriation par les populations, notamment la jeunesse. Je voudrais dire, une fois ceci mis en place, ce cadre, qu'il y a un mot important pour justement que les choses se passent, to make things happen. Ce mot, pour moi, il s'appelle oser, dare. Oser pour créer des emplois, oser pour construire les communautés locales et oser pour réduire la faim. Ce triptyque sera donc au centre des discussions de ce sommet sur l'innovation de l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes impliqués dans l'agroalimentaire qui se tient à Dakar jusqu'au 31 mars. Le Sénégal et l'Éthiopie viennent de convenir au lancement du cycle de négociations en vue de conclure une convention de non-double imposition et de prévention de l'évasion fiscale entre les deux pays. Mankeur Ndiaye a fait l'annonce ce matin lors de la signature du mémorandum d'entente dans les domaines de la culture, du tourisme entre notre pays et l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, présent à Dakar pour une visite officielle, a salué le nouvel élan de coopération entre les deux pays. C'est une impulsion nouvelle qui est donnée à la coopération entre l'Éthiopie et le Sénégal. La signature de ce mémorandum d'entente jette les bases d'un partenariat renforcé entre Dakar et Addis Abeba. Nous sommes convenus de négocier et de conclure très rapidement différents accords. Un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, un accord sur la non-double imposition et de lutte contre l'évasion fiscale et un accord portant exemption de visa pour les porteurs de passeports officiels, diplomatiques et de services. Par la concertation et le contact permanent à travers la représentation diplomatique du Sénégal à Addis Abeba, siège de l'Union européenne, les deux pays travaillent pour faire entendre la voix du continent dans le monde. Le Sénégal et l'Éthiopie sont tous membres du NEPAD, du comité d'orientation du NEPAD, et nous saluons le soutien constant que l'Éthiopie apporte au Sénégal dans la promotion du NEPAD. Nous sommes convenus de soutenir la candidature de l'Éthiopie pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité et nous soutenons, nous réaffirmons, je réaffirme le soutien du président Macky Sall à la candidature de Dr Tedros qui se présente au poste de directeur général de l'OMS lors de l'élection qui aura lieu l'année prochaine. Pour le ministre des Affaires étrangères éthiopien, les secteurs privés des deux pays ont un rôle important à jouer dans cette dynamique de renforcement de la coopération. This is a new beginning and I am expecting Donc là, ce sera l'occasion d'évaluer les accords qui ont été signés, voir ce qui ne va pas, comment y remédier et d'en signer davantage s'il le faut pour encore renforcer la coopération entre les deux pays. Et là, je voudrais dire que vraiment le niveau d'engagement est le plus élevé parce que nous avons l'engagement de son Excellence le président Macky Sall. Dans la foulée, les deux ministres des Affaires étrangères ont fait savoir que les immenses potentialités qui restent à exploiter dans le cadre des relations bilatérales devraient être mises à profit pour relever les nombreux défis de développement qui interpellent les deux parties. La Ligue islamique mondiale en croisade contre le terrorisme. Une conférence internationale est ouverte à Dakar pour mettre sur pied un plan référentiel de lutte contre ce fléau. Le thème choisi, le terrorisme et ses méfaits sur le développement et la stabilité. De nombreuses sommités du monde musulman ont pris part à cette rencontre à Bimoumaï. Le monde islamique se ligue à Dakar pour vaincre le terrorisme. Traduction symbolique de cette action déclinée par des versets du Saint-Coran qui résonnent dans une salle comme pour conjurer les démons du terrorisme qui, ces temps-ci, a connu une recrudescence des armes folles, braquées sur des innocents, faisant des ravages aveugles, d'aliénés se réclamant d'une religion de paix qu'est l'islam, qui bannit la violence sous toutes ses formes. Parce que c'est un islam mal compris, mal interprété. On se donne à des interprétations fallacieuses et inacceptables des écrits saints
alors ce qui aboutit à des pratiques comme ça. Un vrai musulman ne doit pas tuer une personne innocente. On ne peut pas. Il y a des normes à respecter dans la religion musulmane. On ne décrète pas la djihad comme on veut et quand on veut. Venus des 4 coins du monde, familles religieuses du Sénégal, les oulémas, jurisconsultes, exégètes, penseurs, scientifiques du monde musulman avec à leur tête le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Dr Abdallah Ben Abdel Mohsin At-Turki, n'ont pas épuisé les qualificatifs pour pointer du doigt les méfaits du terrorisme sur le développement et la stabilité. Avec le plan global de lutte contre le terrorisme qui sera élaboré à Dakar, l'appui du Sénégal ne fera point défaut. Le terrorisme est un fléau qu'il faudrait combattre parce que le terrorisme est aveugle. Il tue nos enfants, nos filles, il tue sans distinction tous les êtres humains, les musulmans et tous ceux qui se trouvent quelque part dans un espace et sans qu'ils l'aient voulu, on s'en prend à leur vie. Nous avons la conviction profonde que un plan global de lutte contre le terrorisme et ses effets néfastes va être dégagé au cours de vos travaux. Et le Sénégal s'honore aujourd'hui que Dakar soit choisi pour abriter cette grande conférence qui sera l'objet d'une réflexion holistique sur la question du terrorisme. Face à la recrudescence du terrorisme, l'islam doit multiplier les stratégies idoines d'information et de clarification basées sur une approche multidisciplinaire où l'éducation, le social, les médias, la sociologie seront autant de leviers qu'il faudra actionner pour freiner la marche folle, aveugle et effrénée du terrorisme. Et puis face aux menaces terroristes, les médias ont un grand rôle à jouer dans la sensibilisation des populations. Fort de cette conviction, le Centre des hautes études de défense et de sécurité a organisé un petit déjeuner de presse autour d'un thème d'actualité. La nouvelle géopolitique dans le Sahel, défi pour le Sénégal. C'est un reportage de Ndeye Koumbandiaï et Ndeye Aïradja. Plusieurs menaces terroristes pèsent sur les États du Sahel. Corrélé au trafic de drogue et au développement de la criminalité transfrontalière, cela devient vite un cocktail explosif qu'il faut prévenir, d'où l'importance pour les pays du Sahel de se regrouper pour faire face. Cela a été rappelé à l'occasion de ce petit déjeuner des médias organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Important pour nous a été de dire qu'il faut, en termes d'analyse de menaces, essayer de connecter le local au global. La sagesse voudrait que nous disions d'abord, essayons de constituer nos propres forces. Mais ça ne peut être que dans le moyen terme. Donc dans le court terme, nous avons des États amis qui ont des intérêts convergents avec nous, qui ont des relations historiques avec nous. Ces États nous aident déjà pour stabiliser la situation actuelle. Nouvelle géopolitique dans le Sahel, défi pour le Sénégal, le thème développé se pose avec acuité et les médias ont un rôle primordial à jouer pour renforcer la sécurité à travers l'information, l'éducation et la communication. Il est important que les médias puissent prendre à cœur ce type de réflexion, qu'ils puissent en débattre et qu'ils puissent également répercuter tout ce type d'informations pour nos populations, pour nos communautés. Si la population refuse l'intolérance religieuse, si la population refuse ces idées nébuleuses, mais surtout si la population assiste les forces de défense et de sécurité en utilisant correctement les lignes vertes, et donc finalement, qu'on le veuille ou non, nous nous retrouvons en train de dire les plus importants dans ce combat, ce n'est ni l'État, ni les forces de défense et de sécurité, malgré ce qu'ils peuvent faire, mais bel et bien la
population. Les médias sont donc une sentinelle puisqu'ils transmettent l'information aux populations. C'est pourquoi le Centre des hautes études de défense et de sécurité a tenu à les associer pour la 3e session consécutive de cette conférence traitant des questions de sécurité au plus haut niveau. Le Sénégal accueille cette semaine 2 grandes rencontres continentales sur l'électricité. La première réunion du comité scientifique de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique et la 9e réunion du Forum des pôles énergétiques d'Afrique. Il s'agit de dégager ensemble une vision face aux nombreux défis du secteur. Pour la journée d'ouverture, l'accent a été mis sur la promotion du secteur privé dans le financement de certains projets à Ramdawa. Ils sont convaincus d'une chose, la coopération est la seule voie de salut pour sortir l'Afrique de ses crises énergétiques. L'ASEA parle au nom de 57 sociétés africaines qui partagent les mêmes mots. Déficit énergétique, manque d'investissement dans les infrastructures, taille de marchés nationaux trop petite pour exploiter les potentialités. Après avoir mis en place les organisations régionales qui doivent développer ce grand potentiel, il faut maintenant réfléchir à la mobilisation des moyens pour le développement. Or, les États, malgré toute leur bonne volonté, ne peuvent pas mobiliser tous les fonds nécessaires pour ce développement. D'où on fait appel au secteur privé. Mais le secteur privé n'investit pas dans n'importe quel environnement. Le secteur privé investit dans un environnement dont l'État garantit la stabilité. Les sociétés d'électricité sont rassemblées pour mener des réflexions pour pouvoir apporter des solutions. L'association œuvre depuis des années dans l'intégration du secteur électrique africain. Aujourd'hui, elle rêve de mettre en œuvre de grands projets hydroélectriques, de développer des gazoducs régionaux, entre autres ambitions. Au jour d'aujourd'hui, les marchés régionaux commencent à être une réalité dans certaines zones de l'Afrique, notamment en Afrique australe. L'Afrique de l'Ouest n'est pas en reste, mais nous devons progresser un peu plus rapidement pour qu'un véritable marché sous-régional ouest-africain soit en place en 2019. Et sous ce rapport, le Sénégal a quand même une expérience assez importante parce que notre cadre législatif et réglementaire nous a permis de mettre en place des contrats d'achat d'énergie qui ont vu les privés construire des centrales et Sénélec jouer un rôle moins important dans la production de l'électricité. Le secteur privé est aussi présent dans l'électrification rurale de manière assez conséquente. C'est une semaine de travail sur l'électricité qui s'ouvre ainsi à Dakar. En plus des pôles régionaux, l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique a impliqué dans la réflexion différents autres acteurs continentaux pour des lendemains plus éclairés. Fin du projet dénommé Change, un projet de production vivrière améliorée de Helen Keller International. Ce programme est intervenu dans les communes de Wakhinane-Nimzatt et de Medina Gounass à Guédiawaye. Après 3 années, des résultats satisfaisants sont enregistrés. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de la Santé en ce mardi 29 mars, où est célébrée la journée de l'allaitement maternel exclusif. Philomène Constance Diagne. du ñu si d'accord pour mu jeex de xanaa kay dañuy dolli waaye du ñu d'accord mukk pour mu jeex. Ces populations auraient voulu ralentir le temps qu'a duré le projet et ne pas avoir à le clôturer. Tellement Change a changé la vie de plus de 1300 familles dans les communes de Wakhinane-Nimzatt et de Medina Gounass dans la banlieue et de la meilleure des manières. Les bénéficiaires ne vous remercieront jamais assez. Vous nous avez bien orientés. Avec ce projet Change, tout a bien changé. Nous les relais, on a été bien formés dans l'aviculture et le micro-jardinage. Et il faut savoir que Change est composé de 4 volets. Le projet a couvert 10 zones de nutrition, dont 6 à Wakhinane-Nimzatt et 4 à Medina Gounass. Les cibles étant généralement des mères d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes ou allaitantes. Change a introduit 1305 ménages, 1350 poulaillers équipés dans les ménages, 3915 poules et 1196 coqs, avec une production moyenne de 100 œufs par ménage et par mois, 2606 tables en moyenne, garnies de variétés culturelles, le bissap, le gombo et la patate douce.
Ce projet d'une durée de 3 ans est financé par le Canada à travers Helen Keller International. L'organisme exhorte les populations à poursuivre leurs activités et invite les autorités à une collaboration pérenne. Ce fut une belle occasion pour entreprendre une collaboration fructueuse entre la Délégation générale pour la protection sociale et la sécurité nationale et HKI pour une synergie réelle de nos actions, avec comme objectif d'apporter un paquet de services à des ménages en situation de précarité avérée. Pour que les progrès réalisés dans le cadre de Change se concrétisent, les acteurs communautaires et les communautés elles-mêmes doivent s'engager et doivent poursuivre leurs efforts en tirant les leçons apprises de ce projet. La fin de cette initiative n'est pas une fin, c'est une étape franchie vers un meilleur avenir. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que si vous poursuivez dans cette dynamique, les améliorations apportées dans la vie des familles des zones bénéficiaires de DIY continueront et seront pérennes. Et donc, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas à l'échelle. Mais nous le ferons ensemble. Et nous mettrons ensemble tous les partenaires qui vont nous accompagner. C'est vrai, Monsieur le maire a parlé d'une possible contribution, puisqu'il appuie déjà le secteur de la santé. Mais je peux vous dire que nous avons également d'autres projets en cours d'élaboration, notamment un projet nutrition, santé et nutrition de la Banque mondiale. Auparavant, le ministre a visité quelques ménages où le projet Change a été développé. La satisfaction a été le sentiment le mieux partagé avec les familles. Le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation de la Ligue islamique mondiale. L'audience a permis de revisiter la coopération, mais également d'aborder les questions de l'heure, notamment la lutte contre le terrorisme. Tous les défis qui interpellent l'islam ont été abordés au cours de cette séance de travail. Les deux délégations les mesurent à juste titre. Par la grâce de Dieu, il faut savoir que le congrès que nous avons organisé, que nous sommes en train d'organiser précisément à Dakar, a pour sujet ou pour souci d'essayer d'apporter des solutions quant au terrorisme, à l'extrémisme et au fanatisme. Et par la grâce de Dieu, le Sénégal a été, alhamdoulilah, épargné de ce fléau. Nous avons véritablement besoin de tirer profit de cet exemple de tolérance, de coexistence, du vivre ensemble, dont le Sénégal fait preuve depuis très longtemps. Inutile de rappeler ô combien l'islam est une religion qui dénonce le fanatisme, la violence et qui bien au contraire appelle à la miséricorde. Pour apporter des réponses aux questions soulevées, ces défenseurs de l'islam jugent nécessaire de fédérer leurs actions, ce dans le cadre d'une concertation. Dans le cadre de cette tolérance mutuelle, pour consolider la foi en Dieu et mener le combat pour le triomphe de la vérité, de l'honorabilité, de la générosité, de l'altruisme et de l'ouverture d'esprit. C'est dans cet esprit que se tient ce congrès. Il en sortira des résolutions pour aider les États membres de la Ligue mondiale islamique à faire face à la situation qui se déroule actuellement par des solutions concertées, partagées par tous les musulmans de l'univers. Toutes ces questions sont au centre de la grande conférence qui regroupe plusieurs pays de la Oumma à Dakar durant 2 jours. Le dialogue entre les religions est le concept privilégié. Le Sénégal l'a cultivé de tout temps. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène au Tchad, au Niger et en Égypte. 55 passagers et membres d'équipage de l'avion pris en otage par un pirate ce matin ont été libérés. C'est du Fall. Un Égyptien présenté comme psychologiquement instable a détourné ce mardi à Chypre un avion de la compagnie Egypt Air avec une fausse ceinture d'explosifs avant de libérer les passagers et de se rendre. Ce n'est pas du terrorisme mais l'action individuelle d'une personne psychologiquement instable, a déclaré un haut responsable gouvernemental chypriote. Ce détournement d'avion, le plus spectaculaire depuis février 2014, s'est terminé sans dommage pour les 55 passagers et les membres d'équipage de l'Airbus A320 de la compagnie nationale Air Egypt.
Ce détournement représente un nouveau coup pour l'aviation égyptienne, 5 mois après le crash le 31 octobre d'un Airbus A321 russe dans le Sinaï égyptien après avoir décollé de la station balnéaire Sharm el-Sheikh. Au Tchad, ce mardi devait être une journée au ralenti dans le pays en raison d'une grève illimitée. Un mouvement social à l'initiative de la société civile tchadienne, notamment de l'Union des syndicats du Tchad et du mouvement Ça Suffit. Ce mouvement proteste contre l'arrestation des militants de la société civile et la candidature pour un 3e mandat d'Idriss Déby à la présidentielle du 10 avril. Les hôpitaux ont été les plus touchés par le mot d'ordre de grève. Beaucoup de malades partis pour des soins sont rentrés chez eux sans avoir pu consulter. Au Niger, la liberté provisoire a été accordée ce mardi à l'opposant et candidat à la présidentielle du 20 mars, Ama Amadou. Les avocats de Ama Amadou se disent soulagés après un premier refus en janvier. L'opposant nigérien était en prison depuis le 14 novembre dernier pour une affaire de trafic présumé de bébés. Il se trouvait en France depuis plus de 2 semaines pour des soins. Football, le Sénégal bat le Niger 2-1 à Niamey, une victoire et 12 points au compteur, mais également une première place du groupe K qui se consolide à 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN 2017. Le match s'est joué sous une chaleur accablante à Dabangyon. C'est fini, le Sénégal qui s'impose à Niamey. Victoire 2-1 du Sénégal, les Lions en bonne voie pour prendre part à la prochaine CAN au Gabon en 2017. Gabon 2017, le Sénégal a un pied et 4 orteils au Gabon. Le stade général Seyni Kounché, 35 000 places, théâtre des opérations, 3 jours après la victoire 2-0 à Dakar. Coup d'envoi 15h, heure locale, il va falloir jouer sous une chaleur accablante sur une pelouse complètement sèche. Aliou Cissé ne change pas son équipe qui gagne. Il prend les mêmes sauf le capitaine Kouyaté grippé, remplacé par Cheikh Ndoye dans le 11 de départ. Le thermomètre affiche 45 degrés à Niamey cet après-midi. Les prières de Pape Moussa Konaté avant le coup d'envoi, c'est parti. Et ce sont les Sénégalais. Les Nigériens privilégient le jeu dur. Les Lions ont du mal à imposer leur jeu jusqu'à la 20e minute. Encore Sadio Mané sur le flanc. Sadio Mané dans la surface de réparation. Penalty. Estime l'arbitre Mohamed Benouza. En penalty transformé par Moussa Konaté. Contre-pied parfait sur Daouda Kassali. Il bat Daouda Kassali. 1-0 pour les Lions du Sénégal. L'effet de la chaleur s'est fait sentir. 40e minute, Cheikh Ndoye gratte un ballon. Un retrait à Mohamed Djamé qui contrôle. Pied levé contre lui, coup franc indirect. Le talent fait la reste. Pape Ndiaye Souaré va s'y coller. Souaré qui s'y colle, qui tire et qui marque. Pape Ndiaye Souaré qui donne 2-0 à la pause. Le Sénégal prend une sérieuse option. La seconde période, comme premier frisson, cette roulette zidanesque signée Kalidou Koulibaly. La roulette zidanesque de Kalidou Koulibaly à profondeur pour Mame. La blessure de Abdoulaye Diallo oblige Aliou Cissé à mettre Khadim Ndiaye. Ce dernier n'aura pas le temps de prendre ses marques. Il met de Cheikh Ndoye dont la surface provoque un penalty. La frappe de Muntari et la faute de main de Adebayor qui tire et qui... Victorien le transforme. Un petit remue-ménage dans les buts de Khadim Ndiaye. Le MENA prend de la confiance, le match s'emballe et la chaleur est toujours là. Si c'est réajuste, Mambiram Diouf et Mohamed Djamé cèdent leur place tour à tour à Baldé Diao Keita et Younous Sankharé. Le joueur de la Lazio aura juste le temps de provoquer ce corner. Hors du Sénégal. Le centre de Keita Baldé Diao. C'est fini. Le Sénégal qui s'impose à Niamey. Le Sénégal a 12 points maintenant. 2-1, score final. Les Lions ont pris une sérieuse option. Mais l'officialisation de la qualification attendra. Pause à Niamey. 2-1. Début marqué par Pape Moussa Konaté et Pape Ndiaye Souaré.
L'usage du coton en milieu sérère, une pratique presque millénaire. Mariage, circoncision ou funérailles. À chacun de ces événements sacrés chez les sérères, le fameux produit. Et puis il faut dire qu'au sein de cette ethnie, il a toujours servi à confectionner des pagnes et des boubous. Et ce produit a également une fonction de protection mystique de l'individu. Cette tradition sacrée est jalousement gardée. Nous en parlons dans la rubrique Au cœur de nos cultures, de la fabrication à la confection. C'est un reportage de Fatou Diouf. Des centaines de circoncis de retour de la brousse. Ils sont tous couverts de pagne blanc, tout un symbole. Purs et authentiques, ces pagnes tissées en coton symbolisent le cycle de la vie, de la naissance à la mort. Cela fait partie de notre tradition. Le pagne se transmet de génération en génération, de l'enfance à la mort en passant par l'âge adulte et la vieillesse. Ces pagnes sont très importants pour la future progéniture. Il faudra les garder pour d'abord confectionner un boubou pour le mari et les tenues pour les enfants, les garçons, au moment de la circoncision. C'est une coutume sacrée. Le tchawali, paille chosan ou pagne sérère, bleu ou blanc, sa confection est un secret des vieilles gardiennes de la tradition sérère. Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus à l'île aux coquillages, Fadjout. Ces instruments de notre âge sont utilisés dans la transformation du coton. Voici le processus. Après la cueillette, c'est l'égrenage, myrine en sérère. Acte 2, le cardage avec cet outil, le safil ou cardeuse en français. Dernière étape, l'embobinage du fil de coton. Ensuite, direction le tisserand pour la confection du pagne. Après l'embobinage, c'est le tisserand qui intervient. Chez nous, c'est le griot de la famille qui a la tâche de tisser le pagne. C'est une tradition sacrée. Ce pagne traditionnel tissé est sacré. Il est porté lors des mariages, l'intronisation des hommes d'église, des rites initiatiques, des funérailles, entre autres. Il porterait chance et protégerait mystiquement. Le pagne est aussi utilisé à l'occasion des chants religieux sous forme de natte. À l'église également, on couvre l'abbé d'un pagne sacré pour son intronisation. Le coton en fibre, les graines, tout est utile pour conjurer le mauvais sort. Ça, c'est contre le mauvais sort. Une fois que tu ne te sens pas bien, tu peux le prendre, tu l'asperges sur de la braise et tu respires la fumée. Tu as également la possibilité d'en faire un talisman sur ta tête ou ta poitrine. L'usage du coton en milieu sérère, une tradition millénaire chargée de signification et de symboles. De la naissance à la fin de la vie, les sérères l'utilisent lors des grands événements sacrés de la vie en guise de protection mystique. La symbolique de l'or blanc en pays sérère, c'était donc le sujet de la rubrique du mardi au cœur de nos cultures. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Madame, Monsieur, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.